La préoccupation éthique majeure est d'humaniser sans cesse l'homme et ainsi de le faire grandir en accroissant en lui ce qu'il a d'humain. Cette proposition n'est-elle qu'un pléonasme? Ne fait-elle que marteler une évidence ou s'inscrit-elle comme le projet de toute personne humaine? Car on pourrait considérer que l'homme est par définition humain et que donc tous ses actes, toutes ses pensées, toutes ses émotions procèdent de l'humanité qui le constitue homme et seulement d'elle. Comment énoncer l'humanité comme le devenir de l'homme alors qu'elle est censée définir l'homme? On sent néanmoins, même de manière confuse, la complexité des comportements humains. L'homme est le siège de pulsions mues par ce qu'il est convenu d'appeler des besoins biologiques fondamentaux, la faim, la soif, la sexualité et la défense du territoire. Si l'être humain est capable de gloutonnerie, il est aussi capable de se nourrir avec délicatesse, de faire de ses repas des moments de convivialité. Et on sent ainsi le fossé qui sépare la voracité de la commensalité, la pulsion aveugle de l'impulsion intégrée, régulée, organisée, humanisée. Car en fait, le propre de l'homme est de ne pas être totalement, exclusivement humain. Le cerveau humain, qui est le témoignage biologique de l'humanisation, porte en lui-même cette longue histoire que l'on appelle la phylogénèse. Au plus profond, le cerveau le plus archaïque, ou cerveau reptilien, génère les comportements nécessaires aux besoins de base et à la survie de l'espèce, comme l'acte de se nourrir, la reproduction et la défense du territoire. Entourant ce cerveau, en s'enroulant autour de lui comme un anneau, un limbe, se situe le cerveau mammifère qui intervient dans la mémoire et dans la gestion des comportements instinctuels et émotionnels. Et c'est au-dessus de ces deux cerveaux que se déploie le cerveau proprement humain, qui recouvre les deux autres comme un manteau, comme un ruban, que l'on appelle le cortex cérébral. C'est ce cerveau qui régule les comportements venus de la profondeur, adapte les actions à l'environnement, déploie ses choix décisionnels, intègre les émotions dans un réseau de signification, permet le déploiement des capacités d'anticipation, permet à l'être humain de donner un sens à sa vie et d'avoir conscience d'exister, permet à l'être humain de penser sa vie. L'homme est l'aboutissement et, qu'on le veuille ou non, la promesse d'accomplissement, de culmination d'une longue histoire de la vie terrestre que l'on appelle l'évolution. Le reptile, le mammifère ont précédé l'éclosion de l'homme. Certes, la conception tripartite du cerveau est critiquable si elle reste figée dans une représentation compartimentée du cerveau, en méconnaissant les connexions qui mobilisent des réseaux odologiques largement distribués et interconnectés. La phylogénèse n'a pas consisté à ajouter des wagons successifs tout au long de l'évolution. Le cerveau n'a pas commencé avec les reptiles. Chaque étape n'a pas fermé la porte sur la précédente. Il reste du reptile chez le mammifère comme il demeure du reptile et du mammifère chez l'homme. En dépit de son caractère caricatural, la conception de MacLean a au moins le mérite de relier l'être humain à l'histoire de la phylogénèse, à la longue histoire du vivant. L'humanisation de l'homme n'est pas un état, mais un projet, tendant à intégrer des besoins biologiques archaïques dans un comportement qui les contrôle, les harmonise, les dépasse, pour construire une humanité qui pense, qui se pense et qui agit en se décentrant sans cesse de soi vers autrui. Mais l'être humain peut aussi choisir en s'appuyant sur les structures cérébrales les plus évoluées. Il peut choisir de planifier, d'organiser la violence, qu'il s'agisse de crimes, de torture, de guerre. Les guerres actuellement menées dans le monde pour reconstruire des empires sont la pathétique illustration d'une histoire dans laquelle l'humanité est empêtrée depuis la nuit des temps. La paix est d'abord le privilège des peuples dont la puissance et les alliances dissuadent des attaquants potentiels. La paix universelle demeure encore, hélas, un leurre.
Si l'être humain ne naît pas humain, il naît pourtant avec des outils cérébraux aptes à édifier son humanisation. En dépit des violences collectives, il revient à chacun et à chacune de continuer à œuvrer à sa propre humanisation, pas à pas, ensemble, comme une protestation silencieuse. Telle est sans doute une des clés de lecture de ce qu'Aristote désignait sous le nom de souverain bien ou de bien suprême, ou encore de ce que Paul Ricoeur appelait la visée de la vie bonne ou vie accomplie, qui définit la visée éthique. Mais la visée éthique n'est pas qu'un exercice spéculatif de la raison, n'est pas qu'une réflexion méditative. La visée éthique n'a de sens que si elle inspire, guide, oriente les actions. Elle n'est pas qu'une manière de penser, qu'une manière de ressentir, qu'une manière d'être, mais elle est aussi indissolublement une manière d'agir. On voit ainsi que si l'éthique est un chemin d'humanisation, c'est bien parce qu'elle est portée par cette interrogation fondamentale: que faut-il faire pour bien faire? Ou encore, comment faire pour bien faire? Humaniser l'homme n'est pas un pléonasme, mais une nécessité qui seule peut donner sens, son vrai sens, son sens authentique à la dignité de la personne humaine, qui doit quitter son statut incantatoire, niché dans des déclarations des droits de l'homme sans cesse bafouées, pour devenir une espérance, ténue mais têtue, comme une mince flamme, menacée par les scories du monde, souffrante mais présente, dans d'humbles scintillements dont l'extinction ou l'embrasement écriront la destruction ou le salut de l'humanité.